Alors le titre est pas forcément limpide, mais on va avoir une demi-heure pour comprendre exactement ce qu'on veut dire par ce titre. Et pour nous aider à ça, on accueille 3 speakers. Je vais commencer par Catherine Jordi. Bonjour Catherine et bienvenue. Ça fait plus de 15 ans que tu es au cœur des stratégies digitales du groupe Bonduel. Et aujourd'hui, tu es responsable médias, digital et relations consommateurs. Bienvenue encore. Thibaut Asselot, ça fait plus de 5 ans que vous êtes responsable des sujets grosses chez LiveRamp et vous êtes aujourd'hui Regional Vice President pour la France, la Belgique et les Pays-Bas. Vous êtes un partenaire technique depuis plus de 10 ans, un des grands tech enablers du marché sur les sujets de data collaboration et vous proposez des solutions technologiques de clean room, de connectivité et de mesures notamment. Bienvenue. Merci beaucoup. Et enfin, Gwenola Kwako, vous êtes directrice retail média chez Kingfisher. Et donc Kingfisher, c'est évidemment le groupe derrière les retailers phares comme Castorama ou Brico Dépôt. Et on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue encore à tous les 3. Alors pour commencer cette table ronde, on avait envie de vous proposer un petit sondage pour vous dans le public. On vous propose quels sont selon vous les enablers ou les prérequis de la data collaboration pour une marque. Vous avez le droit évidemment à plusieurs réponses. On vous laisse répondre sur vos téléphones, ceux qui sont présents dans la salle ou en ligne. Et du coup, de notre côté, on va creuser ce sujet avec nos 3 intervenants et on vous laisse répondre. On reviendra sur les résultats un petit peu plus tard. Alors, du coup, on va commencer, Gwenola, on va commencer avec vous. Quand on parle de retail média, on entend beaucoup parler des retailers alimentaires, mais le marché attend beaucoup des grandes surfaces spécialisées, comme le groupe Kingfisher, donc pour rappel, Castorama et Brico Dépôt sur la France. Escofix, pardon. Du coup, comment les marques peuvent-elles faire levier sur la data Kingfisher ? Alors peut-être pour donner un peu de contexte sur le groupe Kingfisher, aujourd'hui donc on a ces 3 enseignes. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition de la donnée produit. On a plus d'1 million de SKU référencés dans nos enseignes, que ce soit sur le digital ou que ce soit en magasin. On met à disposition de la donnée client, donc une capacité à identifier des segments clients, on en a un peu parlé tout à l'heure, de pouvoir identifier des clients qui sont appétents à des catégories, quincaillerie, outillage, mais aussi des clients qui sont en mode projet sur de la construction de salles de bain, sur des rénovations de cuisine par exemple, mais aussi des moments de vie parce qu'on est dans la capacité d'identifier des clients qui sont nouveaux emménagés par exemple. Et on a aussi des segments autour du B2B, de pouvoir identifier des pros, des artisans. Donc la manière dont on fonctionne, c'est de pouvoir donner accès à nos marques partenaires à de la donnée comportementale, de la donnée transactionnelle, et de pouvoir activer cette donnée-là au travers de plein de médias qui soient à la fois in-store et qui soient à la fois digitaux. On y reviendra, je pense, mais pardon, je rajoute une petite question, mais le fait que justement vous ayez cette capacité à détecter des moments de vie qui sont très forts chez vous, j'imagine que ça doit attirer aussi des annonceurs qui sont très éloignés du secteur des produits que vous vendez, mais qui sont très intéressés par les moments de vie que vous êtes capable d'identifier. Alors, on peut en effet avoir des clients qui ne sont pas des marques, qui ne sont pas vendues chez nous. Je peux penser à l'énergie, par exemple. Je peux aussi penser à du financement pour justement des rénovations de maisons. Donc oui, on peut avoir différentes typologies d'annonceurs qui soient à la fois des marques vendues et des marques non vendues chez nous. Ok, très intéressant, merci. On trouvait ça intéressant de rentrer par un sujet de grande surface non alimentaire qu'on entend peut-être un tout petit peu moins sur les sujets de retail média. Si on revient avec toi, Catherine, sur des marques plutôt alimentaires, avec Bonduel en l'occurrence, chez Bonduel, vous avez été assez précurseur sur les sujets de retail média, de data collaboration. Vous avez déjà lancé pas mal d'initiatives en data collaboration. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclencheur chez vous pour prendre cette décision ? Est-ce que la prise de décision d'investir en retail média a été facile à prendre ? Est-ce que tu as eu du mal à convaincre les équipes en interne, par exemple ? Oui, c'est bon. Donc ça n'a pas été forcément évident, mais en fait on a finalement toujours présenté ça sous forme de test. On aime bien tester chez Bonduel et voilà, découvrir de nouvelles choses. Et en fait on avait un peu une incapacité à travailler le milieu de funnel.
On travaillait le haut avec du branding et puis du ciblage à travers du socio-démo, du centre d'intérêt ou encore du contextuel avec le sémantique. Ça, c'était quelque chose qu'on savait faire. On travaillait le bas de funnel. On a travaillé très vite sur de la conversion en drive en travaillant le retail média. Et on s'est dit, finalement, le milieu de funnel, cette considération qui peut permettre de faire passer à l'achat rapidement, c'est difficile. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de tester, d'aller cibler différemment à partir de data de vente qu'on n'avait pas autrement. Donc, on a commencé comme ça en testant. Merci Catherine. Et effectivement, je pense que les questions auxquelles vous avez réussi à répondre chez Bonduel pour lancer ces premiers dispositifs font sûrement partie des questionnements de notre audience sur le sondage. Et peut-être qu'on peut afficher les résultats. Donc, le premier enjeu, c'est évidemment, et je pense que c'était déjà dans ta question, Laure, avoir une gouvernance claire, qui a été la question pour 74% des gens qui ont répondu. Avoir des KPI définis de mesure avant la campagne, pour 58% de l'audience, et se doter d'une clean room pour 48% de l'audience. Alors, ces 3 sujets, pour le coup, dont on va parler autour de cette table ronde dans les différentes questions qui vont arriver. Donc, merci à tous d'avoir répondu à ces 3 points. Merci beaucoup. Alors effectivement, bravo pour vos réponses parce que c'est exactement le cœur de ce dont on va se parler aujourd'hui. Donc merci beaucoup. On forme une belle équipe tous ensemble. Et on avait envie de commencer par revenir avec toi, Catherine, sur un cas d'usage qu'on a mis en place ensemble, que nous on a trouvé assez passionnant et sur lequel on était très contents de pouvoir vous accompagner. On s'est bien amusé, j'avoue. Exactement. Et donc c'est un cas qu'on a mis en place l'année dernière. On a quelques slides pour le présenter. Et donc, quelques caractéristiques de ce cas avant que tu nous le commentes un peu plus, Catherine. L'objectif, quand on a commencé à en discuter, c'était de mettre en place une campagne qui avait pour objectif de recruter des nouveaux acheteurs à la marque Casgrain, donc une des marques Bonduel, et puis aussi d'amplifier la valeur client en générant du réachat des produits Casgrain. L'objectif, c'était d'utiliser de la donnée de retailer et d'utiliser cette donnée pour piloter la campagne de façon très récurrente, donc de façon hebdomadaire, en analysant le ROI incrémental généré par la campagne, on va revenir dessus, et en pilotant semaine par semaine la campagne sur la base de ce ROI incrémental. Et puis, ce qui faisait vraiment la spécificité très forte de cette campagne, c'est qu'on a activé dans le cadre de cette campagne 2 distributeurs, 2 régies liées à des distributeurs, en l'occurrence Values et Infinity. Comme on le voit sur la slide suivante, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini 5 segments d'acheteurs. On a créé ces segments d'acheteurs de façon quasi identique d'un côté, côté Infinity, et de l'autre, côté Values. On a activé ces segments-là et on a mesurer l'impact incrémental de ces campagnes-là chez chacun de ces retailers. Et la force de cette campagne-là, c'est que parce qu'on avait un accès aux 2 clean rooms, Infinity et Values, on a été capable non seulement de créer les segments, mais aussi de mettre en place une mesure exactement identique, un protocole de mesure exactement identique entre ces 2 retailers, et donc d'avoir une comparaison parfaite, enfin en tout cas exactement identique, entre 2 retailers, et donc d'adresser le biais que beaucoup de marques peuvent avoir quand elles activent des campagnes avec plusieurs retailers, qui est que difficile de comparer les résultats parce que les méthodes de calcul, même si elles sont souvent similaires, ne sont pas exactement les mêmes. Et donc c'est compliqué d'avoir un résultat définitif, enfin une compréhension en tout cas très précise de ce qui a généré le plus de ROI incrémental pour une marque. Donc ça, c'était, je crois, la première fois en France qu'on activait comme ça 2 retailers de façon simultanée avec des accès au clean room et une application de la mesure identique entre ces 2 retailers. Ça a permis de générer beaucoup d'enseignements sur lesquels on va revenir ensemble, Catherine. Quelques chiffres pour commencer à en parler. D'abord, ça nous a donné des infos sur des taux de reach. Par exemple, on a eu un taux de reach côté values qui était excellent, 84%. Donc on a réussi à adresser 84% des audiences qu'on avait identifiées
comme celle qui nous intéressait à adresser. Deuxièmement, ça a pu nous confirmer le rôle très fort incrémental de ces campagnes-là pour recruter des nouveaux acheteurs, parce que pendant la campagne, une personne sur deux qui a été recrutée par la campagne, pendant la campagne en tout cas, provenait effectivement de cette activation média. Et puis, comme je le disais, l'activation multi-retailer, elle a vraiment permis une étude et une analyse comparative des performances en termes de ROI incrémental de chacun de ces 2 retailers. J'ai rien oublié ? C'est ça. Parfait. Alors voilà pour le use case. Est-ce que Catherine, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enseignements que vous en avez tirés côté Monduel, en quoi ça a enrichi la connaissance de vos clients et en quoi ça vous a aidé à peut-être piloter encore mieux vos investissements sur la suite ? Alors effectivement, ça a été hyper enrichissant, déjà parce que ça nous permet d'avoir des infos sur les ventes autrement que via les panels classiques, et ça nous permet d'aller plus loin, de savoir comment se comporte tel ou tel segment. On a eu effectivement quelques surprises, on s'attendait à avoir des segments qui performent davantage en recrutement, on a vu finalement que c'était des segments qui étaient plutôt sur la fréquence d'achat, ce qui nous a permis de réarbitrer aussi, hein. On a travaillé ensemble toutes les semaines, on a abandonné certains segments, on a renforcé les investissements sur d'autres. Donc oui, ça nous a apporté beaucoup d'insights au niveau de nos consos. Ça permet aussi de voir la différence de comportement d'un retailer à l'autre, d'une enseigne à l'autre, de pouvoir se dire, tel segment, on va plutôt appuyer et puis on va aller demain les chercher en extension d'audience parce qu'on voit le potentiel que l'on peut avoir. Donc oui, ça a été vraiment hyper enrichissant. Et ça nous donne envie aussi d'aller plus loin. Merci beaucoup. Et donc, on a commencé un peu à y répondre, mais on a vu dans les réponses du questionnaire que le fait d'avoir sa propre data, de se doter d'une clean room, c'était ce que beaucoup d'entre vous considèrent comme un enabler de la data collaboration. Alors, toi, Catherine, finalement, cette campagne, est-ce que ça a plutôt confirmé qu'on était obligé d'avoir des first party, ou au contraire, ça a prouvé que justement, la donnée retailer pouvait être un relais de la first party? Non, justement, nous, voilà, on n'a pas de first party. C'est un choix qui a été fait il y a maintenant de longues années dans le groupe. Et de toute façon, voilà, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, si on avait une first party, on n'aurait pas ces données de vente, vu qu'on n'a pas de e-commerce. Donc, on aurait effectivement des enseignements plutôt basés sur un comportement promophile ou sur de l'ouverture de newsletters, mais on n'aurait pas ces données de vente qui sont fraîches et qui nous permettent vraiment de travailler et de construire cette segmentation qui ne serait pas possible sans cette data. Donc, il peut y avoir partie sans first party. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Belle conclusion. Merci Catherine. Effectivement, on a fait du coup ce cas sans first party. Et dans les questions qu'on se posait au départ, et beaucoup de l'audience a estimé que le besoin de volume de data était un enjeu. Et du coup, Thibaut, comment est-ce que LiveRamp peut aider une marque à mieux cibler les individus qui l'intéressent dans une campagne ? Déjà, merci beaucoup Numberly de nous accueillir à nouveau, et c'est toujours un plaisir de participer à toutes ces conférences et ces panels ensemble, et c'est aussi un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes un utilisateur régulier des solutions de LiveRamp et vous nous aidez beaucoup aussi à améliorer le produit, donc merci pour tout ça. Pour répondre à cette question, donc en fait notre mission chez LiveRamp, c'est effectivement de permettre à nos clients de s'adresser à leurs consommateurs, à tous leurs consommateurs et partout là où les consommateurs sont. Donc il y a 2 mots importants là-dedans, il y a le tout, et donc on vient de dire effectivement que la donnée first party est extrêmement importante, en tout cas est importante pour un certain nombre de nos clients, à savoir les clients qui connaissent leurs consommateurs directement, et puis il y a aussi nos clients qui ne connaissent pas directement mais qui veulent accéder à des consommateurs qui sont connus par autrui, et donc c'est là où en fait tout l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir permettre à nos clients à la fois de s'adresser aux consommateurs qu'ils connaissent, mais également aux consommateurs qui passent par des retailers comme l'alimentaire ou comme le plus spécialisé. Ça, c'est le premier élément. Et le partout aussi est clé. On parle beaucoup de pouvoir s'adresser aux consommateurs, notamment sur le retail media on-site, mais en fait, je discutais ce matin avec un e-commerçant qui sortait de plusieurs semaines de mission de conseil avec BCG, et le sujet clé qui avait été discuté, c'est comment, à une époque où en fait il va y avoir de plus en plus d'intelligence conversationnelle, d'agents conversationnels qui vont être la porte d'entrée pour faire les achats, finalement il va y avoir une réduction un peu
mécanique de l'inventaire média qui sera disponible pour les retailers sur leur site d'e-commerce. Et donc, c'est hyper important pour les commerçants de pouvoir se connecter à ce qu'on appelle l'off-site, donc de pouvoir connecter leurs données à tout l'inventaire qui existe, que ce soit l'inventaire qui provient des sites internet, qui provient des réseaux sociaux, je sais que TikTok est ici par exemple. Extrêmement important aussi de se connecter à la télé segmentée, à la télé connectée. Nous, on s'attache justement à permettre à nos clients de pouvoir s'adresser en télé segmentée à leurs consommateurs, en télé connectée. Et puis, on travaille aussi de plus en plus à connecter aux agents conversationnels. Donc, Perplexity, ChatGPT sont les accès de demain aux consommateurs lors de leur processus d'achat. Et donc, tout notre enjeu, c'est de pouvoir connecter les consommateurs à ces nouveaux canaux d'achat. Merci Thibaut. Et effectivement, quand on arrive à atteindre, comme avec Bonduelle, plus de 80% de reach sur notre cible, c'est aussi parce que grâce à LiveRamp, on est connecté à un inventaire qui est très riche et très large, qui nous permet d'accéder à plus de monde qu'on a envie de cibler. Alors on en a déjà parlé un petit peu au début avec Gwenola, mais c'est assez évident pour les marques endémiques, on comprend facilement quel est l'intérêt et comment elles peuvent accéder à la data des retailers. Mais pour des marques non endémiques, ce qu'on entend par non endémique, c'est donc non vendues chez ces distributeurs. Comment elles peuvent aussi bénéficier de cette data, Thibaut ? Oui, alors effectivement, on a donné plusieurs exemples déjà, mais ce qui est sûr, et je reprends effectivement le buzzword de Alban, le ticket de caisse ne ment pas. Donc, si on imagine l'alimentaire, notamment, en fait, sur le retail alimentaire, il y a énormément d'informations qui sont données sur des moments de vie. Donc, à partir du moment où des consommateurs commencent à acheter des couches ou des articles de puériculture, effectivement, il y a un vrai moment de vie qui est en train de se passer. Et donc, c'est sûr que ça intéresse, par exemple, des compagnies d'assurance qui ont peut-être 18 ans de contrat à venir d'assurance, de garantie accident de la vie, assurance scolaire, prêt étudiant même. Donc voilà, il y a évidemment beaucoup de collaborations qui sont possibles dans le retail alimentaire. Au niveau du retail spécialisé, on voit aussi qu'il y a des exemples qui ont déjà été mentionnés par Gwenola, mais on peut aussi imaginer des compagnies de crédit à la consommation. On parle de projets, de travaux, et je sais que United intervient plus tard, mais donc on pourrait très bien imaginer une collaboration entre Kingfisher et United. Et nous, ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est qu'on parle de commerce média, mais effectivement, la data collaboration est de plus en plus large et couvre des secteurs de plus en plus divers. On travaille de plus en plus avec des acteurs du sport et de l'entertainment, avec notamment cette notion d'organisateurs d'événements qui ont beaucoup d'informations sur leurs fans et des sponsors de ces événements qui veulent avoir accès à ces consommateurs pour pouvoir leur adresser des messages. On voit aussi beaucoup de collaboration, par exemple, entre des acteurs qui ne sont pas forcément partenaires, mais qui sont obligés de travailler ensemble. Je pense par exemple à un partenariat qu'on a annoncé récemment avec Uber. Uber, ils veulent créer des clean rooms avec notamment Domino's Pizza. Pourquoi ? Parce que finalement, Domino's Pizza se sert des livreurs Uber Eats pour compléter certains horaires qu'ils ne couvrent pas par leurs propres livreurs. Et donc, il y a un vrai enjeu pour Domino's Pizza et Uber Eats d'avoir une clean room afin de partager des insights sans faire en sorte que l'autre puisse bénéficier des données de l'un qui ne seraient pas consenties au départ. Merci beaucoup Thibaut. Tu parlais de data collaboration entre différents acteurs. Pour revenir au cas Bonduelle, Catherine, ici on a donc activé 2 retailers différents. Je le disais, c'était la première fois que ça se faisait et donc c'était aussi bien sûr la première fois pour Bonduelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé pour vous en tant que marque ? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme insight supplémentaire ? Alors le fait d'avoir 2 retailers différents, ça nous a vraiment permis de voir des comportements d'achat différents d'une enseigne à l'autre. Les modèles économiques des 2 retailers étaient
complètement différents aussi. Donc c'est ce qui nous a aussi un peu étonné au départ, en disant comment on va faire pour réussir à mesurer et à comparer. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette mesure unifiée, ça nous a permis d'être vraiment puristes. Alors c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, la mesure. On voulait vraiment pouvoir savoir si la rentabilité était là. On ne s'est pas contenté d'un ROAS. C'est vrai que je vous ai pas mal poussé là-dessus pour avoir vraiment des notions de chiffre d'affaires incrémental, des notions de coût d'acquisition de consommateurs qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Parce que voilà, aujourd'hui, sans être e-commerçant, c'est très difficile de connaître le coût d'acquisition d'un conso. Et finalement, on en est arrivé à avoir des KPIs qui peuvent se rapprocher de celles d'un e-commerçant, alors qu'on maîtrise absolument pas la vente de nos produits. Ça nous permet aussi de commencer à adresser des notions de lifetime value, parce que de campagne en campagne, on apprend de plus en plus. Et puis du coup, d'affiner nos ciblages, de choisir les bons segments et d'aller plus loin dans ces notions d'acquisition et de fidélisation. Voilà, sachant que du coup, pour compléter ça, effectivement, il y avait cette mesure, mais on a aussi bien évidemment intégré le modèle dans le MMM pour pouvoir vérifier qu'on était sur la bonne tendance. Merci beaucoup Catherine pour cette réponse hyper complète. Et effectivement, dans les choses qu'on a intégrées sur ce cas, on s'est aussi posé sur tous les coûts de structure nécessaires à la data collaboration pour pouvoir vérifier vraiment en fin de compte si c'est rentable et profitable pour vous. Dans ces différentes structures, il y a plein de choses, mais il y a notamment, il y avait notamment une clean room, et du coup, on est en droit de se poser la question, et on vous la pose à vous, Thibaut. Est-ce qu'il faut nécessairement une clean room et une équipe dédiée pour réaliser ce genre de use case ? Alors, on a déjà, je pense, aussi pas mal parlé de ce sujet-là. Je pense qu'il y a effectivement une notion de... qui est partagé par beaucoup de gens, qui est que la data collaboration, c'est compliqué. Et je vais pas arriver ici en disant que c'est simple. Mais en tout cas, je pense que tout le monde s'efforce dans l'écosystème à rendre ça plus facile. Le premier sujet de la technologie en tant que telle, je pense que la technologie est de plus en plus mature. Il y a de plus en plus d'acteurs qui finalement sont présents, ce qui montre qu'on est sur un produit qui est de plus en plus mature. Et je pense que par exemple, Adrien l'a pas mal évoqué avec AMC, mais les technologies de clean room sont de plus en plus simples avec l'arrivée de l'IA comme outil à l'intérieur de la clean room pour rendre les choses plus faciles. Donc finalement, le principal frein à la data collaboration, il n'est pas forcément dans la clean room en tant que telle, il est plus en amont d'ailleurs c'est un des résultats du sondage, la gouvernance, mais aussi la préparation des données first party, le fait de pouvoir avoir le bon consentement sur cette donnée et le fait de pouvoir avoir les bons contrats en place pour faire la data collaboration. Et donc, ma recommandation au regard de tous les clients qu'on peut avoir, c'est effectivement de faire ça par étapes. Catherine, tu l'as évoqué, dans le cas que tu as fait, tu as travaillé qu'avec des données seconde partie. Et donc, il y a un sujet tout simple pour commencer qui est de travailler avec les détenteurs de données, les régies qui peuvent commercialiser leurs données. Elles peuvent le commercialiser via des clean rooms en rendant simplement accessibles leurs données. Donc, en l'occurrence, c'est que de la donnée seconde partie sans croisement avec la donnée first party. Pour ça, la clean room est tout à fait un outil possible et ne nécessite pas de absolument croiser sa donnée first party avec cette donnée seconde party qui est mise à disposition. Premier point. Deuxième point, il y a même des campagnes qui sont vendues par ces régies directement avec leurs propres données sans qu'une clean room soit mise en place. Et en fait, tous ces premiers tests, des campagnes en managed service, l'accès à une clean room avec uniquement de la donnée seconde party, permet en parallèle pour nos clients de pouvoir finalement se préparer à faire de la data collaboration avec leurs données first party. Pour ça, il faut avoir le bon consentement. Tous les gros acteurs, que ce soit les retailers, les publishers, comme TF1, M6, France TV, vont réclamer un consentement pour pouvoir faire de la data collaboration. Et donc, il faut s'y préparer en amont. C'est important aussi d'avoir des data processing agreements en place avec les technologies avec lesquelles vous voulez travailler. Donc, par exemple, si vous travailler avec LiveRamp pour votre data collaboration. Une fois que vous avez signé un data processing agreement avec LiveRamp, c'est facile pour vous de pouvoir travailler avec les clients de LiveRamp. Donc voilà, c'est un peu ces enjeux-là. C'est comment vous commencez à tester la donnée seconde partie,
que ce soit en campagne manage ou en clean room, qui vous sont rendus accessibles. Et en parallèle, vous préparez votre data collaboration avec vos données first party en allant chercher le bon consentement et en préparant la bonne gouvernance et les bons contrats de data collaboration en place. Merci beaucoup Thibaut. C'est une super transition parce qu'on avait un deuxième cas à vous présenter où là, pour le coup, on a travaillé, il est inédit parce qu'on a pu travailler directement sur la clean room de l'annonceur. Donc je parle du cas quadripartite, donc L'Oréal, Intermarché via Infinity, LiveRamp et Numberly. Sur cette collaboration, l'objectif était très clair, optimiser les ventes des marques de grand public du groupe L'Oréal chez Intermarché en faisant levier sur les données transactions réelles Intermarché plutôt que sur de simples intentions d'achat. Côté méthode, on a mis en place un ciblage ultra précis en créant des audiences basées sur des transactions Intermarché via la clean room LiveRamp. Quand on dit ultra précis, on pense par exemple à sur certains acheteurs d'un produit, d'une routine beauté de L'Oréal, on leur propose le produit suivant de la routine beauté L'Oréal. Donc très précis dans ce sens-là. Et ensuite, ces segments, ils ont été activés sur 3 leviers majeurs, donc social, display et vidéo, pour que chaque point de contact digital se transforme en une visite en magasin. Et au-delà du ciblage, ce qui rend ce cas exceptionnel, c'est vraiment la rigueur qu'on a apportée à la mesure. Donc on a mesuré l'uplift incrémental des ventes réelles chez Intermarché via un protocole de mesure robuste qu'on a créé en amont. Et c'est notamment la flexibilité de ce protocole qui a permis de regarder les résultats sous différents angles et qui nous ont permis de voir une hausse significative sur l'ensemble des campagnes, aussi bien du recrutement que de la fidélisation. Et on a également pu faire levier lors de ces différentes campagnes sur un conversion lift méta qui nous a permis de mesurer l'uplift de vente sur les personnes réellement exposées sur Meta, comme si on avait pu poser un pixel d'impression, par exemple, si on avait pu traquer l'impression. Donc en résumé, ce cas, ce qui montre, c'est que ce n'est pas seulement une innovation qui est technologique, mais qui est aussi collaborative, puisqu'on a réussi à réunir l'annonceur, le retailer, la techno et l'expert data. Et du coup, ça nous a permis de passer d'un dispositif qui est de marketing a priori à un levier de performance rentable et mesurable. Et on est super confiant pour se dire que c'est en 2026 le standard qu'on peut espérer sur les campagnes off-site. Et maintenant, on s'est parlé pas mal de on-site et d'off-site, mais ce n'est pas les seuls enjeux dans le parcours complet de la data collaboration. Oui, effectivement, merci beaucoup. Pour terminer cette table ronde, on avait envie de revenir au premier sujet par lequel on a ouvert l'après-midi, qui est le in-store. Et donc cette question est pour vous, Gwenola. Chez Kingfisher, vous avez une spécificité par rapport à des grandes surfaces alimentaires, c'est que 90% de vos ventes sont générées en magasin. Et donc ça pose 2 questions en lien avec le retail média qui nous intéresse beaucoup de vous entendre sur ce sujet. D'abord, qu'est-ce que ça implique pour votre stratégie retail média in-store ? On a vu beaucoup de use cases très intéressants avec Thierry au début. Comment vous, ça se matérialise chez vous ? Et puis, on suppose que ça pose aussi pas mal de défis en termes de matching, d'une exposition média online avec des conversions en magasin. Comment vous adressez ça ? Est-ce que c'est par un programme de feed ? Est-ce que c'est par d'autres sujets ? Voilà, on aimerait vous entendre sur ces deux aspects-là. Ok, donc 2 questions en une. 2 questions. Il faut que je me rappelle. Tout à fait. Je vous la rappellerai si besoin. On a en effet 90% de nos ventes qui sont générées en magasin, mais je tournerai peut-être le sujet aussi différemment. On a 80% des ventes en magasin qui sont générées par un début, par un parcours digital. Donc finalement, toutes nos solutions commerce média se doivent d'être omnichannel par design. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Je dirais pas qu'on a abouti parce qu'on a des histoires de consentement, mais tout ça, ça passe par réfléchir à tous nos écosystèmes médias et d'avoir une data unifiée entre l'e-commerce, entre la donnée client et de la donnée transactionnelle produit. Donc comment est-ce qu'on arrive à ça ? Ça passe en effet par un programme de fidélité. On a plus de 6,4 millions de clients encartés entre nos différentes enseignes. Donc c'est de s'assurer qu'on continue la collecte, bien évidemment, et l'encartage, et qu'on puisse activer ces données-là et comprendre les segments clients, donc multi-canaux, et activer ces données-là à la fois en magasin, à la fois on-site.
Comment ça se fait ? On est en train de construire notre écosystème média. On est encore une petite régie au démarrage, donc on a toutes les solutions on-site bien évidemment déployées. On a la possibilité d'activer notre donnée en audience extension et on est en train de travailler en magasin sur, donc Thierry en a un peu parlé, mais la mise en œuvre d'écran dans nos magasins. Donc nos premiers tests démarrent dans 2 semaines maintenant et on va aussi faire des tests avec Vision dans le cadre d'étiquettes électroniques ou d'autres sujets autour de ça. Donc on est vraiment dans une logique de digitalisation des parcours d'achat et de compréhension du parcours d'achat dans son ensemble. Ok. Il est super intéressant ce chiffre de 80% de vos ventes en magasin qui sont déclenchées en ligne. Donc ça, vous les traquez grâce au programme de feed principalement ? Ça, on les traque totalement à 100% grâce au programme de fidélité, aux comptes clients que l'on a digitaux et en magasin. Ouais. Ok, très bien. Donc on peut dire que c'est un peu le magasin physique qui permet de résister à Amazon, par exemple. Et Thierry en a parlé, c'est marrant, mais c'est vraiment ça. C'est le magasin continue à exister et le hub de tout, parce qu'on veut de la livraison rapide en moins de 2 heures aujourd'hui aux clients. Ça peut pas se faire par un entrepôt déporté. Ça se fait bien évidemment par une couverture locale de nos magasins. Donc le click and collect ou la livraison se fait toujours depuis maintenant nos points de vente. Donc le magasin, il est clé. Pour lutter contre Amazon, on n'est pas tout à fait concurrent parce qu'on n'est pas sur les mêmes types de produits. On a des produits extrêmement volumineux. On ne va pas aller commander du placo-plâtre sur le site d'Amazon et on a besoin de conseils quand on est dans un cadre de rénovation de maison ou d'appartement. Donc finalement, le magasin est de toute façon et restera un hub pour l'intégralité du parcours d'achat de nos clients et donc pour les marques, un important point de rencontre qui soit digital ou qui soit in-store. Merci beaucoup. On arrive au bout du temps presque, mais est-ce que vous avez des questions ? Soit dans la salle, soit à distance. Toujours, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions en ligne aussi. Est-ce que Catherine, tu serais pour Bonduelle potentiellement intéressée par une campagne non endémique avec Kingfisher ? Sur des moments de vie, oui, ça peut se faire. Je pense qu'il y a pas mal de data qui peuvent être intéressantes pour cibler et détecter un segment qui peut correspondre à un moment de vie chez nous. Il y a des cuisines notamment, je pense que vous vendez. Bien sûr, rénovation cuisine. Enfin, tous les gens, voilà. On peut avoir des tailles de cuisine, on peut en effet échanger là-dessus entre gens du Nord. Ça peut se faire. On va parler d'un de nos sujets de prédilection, évidemment, c'est la mesure. J'appelle Pauline Vautreau et bien sûr Grégoire Botorel.